Oui. Y aller. Oui, c'est là. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 8e édition, et plutôt la première édition virtuelle de la conférence Robert Pinchot, parrainée par la Chaire de recherche du Canada sur les migrations, les circulations et les communautés francophones. Ce soir, je m'appelle d'abord Peter Dorrington, je suis vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ici à l'Université de Saint-Boniface. Et ce soir, j'aurai le plaisir, comme vous, d'écouter notre conférencière d'honneur, Nicole Saint-Onge, professeure d'histoire à l'Université d'Ottawa, qui nous fera une conférence intitulée « En pagayant dans l'histoire, les voyageurs canadiens-français et la colonie de la Rivière-Rouge 1810-1870 ». Peut-être d'abord, avant de procéder à un premier détail plutôt pratique, je vous demande de bien vouloir fermer vos microphones, s'il vous plaît, afin de ne pas entendre les bruits de fond chez vous. Merci. Cette conférence annuelle sert d'occasion pour permettre à la chaire de recherche d'inviter un invité de renom à faire une conférence publique sur une question se plaçant dans les différentes orientations de la chaire de recherche. Elle permet également à la chaire, ainsi qu'à l'Université de Saint-Boniface, d'honorer Robert Pinchot. Robert Pinchot, c'était un fier franco-manitobain de Saint-Boniface. C'était aussi un historien spécialiste de l'histoire de l'Ouest canadien francophone et professeur à l'Université de Winnipeg. C'était également le cofondateur en 1978 du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest, ce qu'on appelle communément le CEFCO, sous le parrainage de l'Université de Saint-Boniface, de l'Université de Winnipeg et de l'Université du Manitoba. Malheureusement, Robert Pinchot est décédé beaucoup trop jeune dans un accident d'avion en 1978, au tout début d'une carrière de professeur et de chercheur des plus prometteuses, et quelques mois seulement avant le lancement officiel du CEFCO, dont il est le cofondateur. Cette conférence se fait en sa mémoire et en son honneur. Je souhaite donc chaleureusement la bienvenue aux membres de la famille Pinchot qui sont avec nous ce soir. J'aimerais maintenant inviter la rectrice de l'Université de Saint-Boniface, Mme Sophie Bouffard, à prendre la parole. Mesdames, Messieurs, chers membres de la famille Pinchot, bonsoir. Je suis ravie à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette 8e édition de la conférence Robert Pinchot. J'ai le privilège de servir à titre de rectrice de ce bel établissement postsecondaire qu'est l'Université de Saint-Boniface, un établissement phare dans la francophonie canadienne. Je m'en voudrais de débuter cette soirée sans prendre le temps de reconnaître que l'Université de Saint-Boniface est située sur le territoire du traité numéro 1, territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene, et bien sûr sur la patrie de la nation métisse. Il va sans dire que le voyageur canadien-français André Carrière et sa femme, la métisse Angélique Dion, dont il sera question dans cette conférence ce soir, ont eu un attachement particulier à ce territoire. Je souhaite une bienvenue toute spéciale à notre conférencière, Mme Nicole Saint-Onge, qui a pu faire le voyage pour se joindre à nous ce soir sur le campus de l'Université. Bonsoir et bienvenue. Malgré la distance, quel bonheur de vous retrouver, même si ce n'est encore que de façon virtuelle, pour pouvoir, comme vous, assister à cette conférence. La dernière édition tenue en 2020 semble presque à des années-lumière. Alors, inutile d'en dire plus, nos vies ont toutes été chamboulées. Comme vous le savez, l'événement de ce soir est organisé par la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les migrations, les circulations et les communautés francophones. Il est assez extraordinaire de constater le rôle moteur que joue une chaire de recherche du Canada de niveau 1 dans un établissement postsecondaire comme le nôtre.
que ce soit dans la mobilisation des connaissances, la tenue d'événements d'envergure, le développement d'une culture de recherche au sein de notre université, le rayonnement de notre établissement à l'international, et j'en passe. Il va sans dire que ceci est bien sûr le reflet de la qualité de titulaire de la chaire, M. Yves Frenette, qui fera ce soir état des activités de la chaire depuis la dernière conférence, Robert Pinchot. Bien sûr, l'événement de ce soir est offert à distance. Cependant, c'est un événement qui ravive en moi, qui ravive pour moi l'espoir d'un campus universitaire bouillonnant d'activités. Cette conférence, pour moi, est un rappel tangible du rôle central du travail de notre corps professoral, de nos chercheurs, un rappel de la vitalité de notre milieu et de l'impact de notre mission éducative comme plaque tournante intellectuelle, sociale, culturelle, qui forment des bâtisseurs communautaires. Enfin, pour moi, cet événement, un événement comme ce soir, c'est une célébration de l'esprit et du cœur. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée. Bonne conférence. Merci. Merci, Sophie. Maintenant, il me fait plaisir de vous présenter M. Yves Frenette. Yves est un professeur d'histoire chevronné et titulaire de la chaire de recherche du Canada niveau 1 sur les migrations, les circulations et les communautés francophones. Il est titulaire de la chaire depuis 2013 et depuis la dernière conférence Robert Pinchot, il a été renouvelé comme titulaire en juin 2020 pour un deuxième mandat de 7 ans, de 2020 jusqu'en 2027. Yves est, entre autres, détenteur d'une subvention partenariat du Conseil de recherche en sciences humaines pour un projet intitulé « 3 siècles de migration francophone en Amérique du Nord, 1640-1940 ». C'est un projet de 7 ans, s'étalant de 2019 jusqu'en 2026 et qui réunit une quarantaine de chercheurs, de collaborateurs et de partenaires communautaires à travers le Canada, les États-Unis et l'Europe. C'est le résultat direct d'une subvention de développement de partenariat, elle aussi du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour un projet intitulé « Déploiement canadien-français en Amérique du Nord, 1760-1914 », qui s'est déroulé de 2016 en 2018. Sur une note plus personnelle, je dois vous dire à quel point j'ai été content, voire ému, de revoir Yves la semaine dernière en chair et en os pour la première fois après 2 années de séparation, parce que Yves a été plus ou moins encabané à Québec depuis le début de la pandémie, mais on a eu le plaisir de se revoir la semaine dernière et encore ce soir. Je vais inviter Yves à dresser un court bilan des activités de la chaire depuis la dernière conférence Robert Pinchot et de présenter les projets en cours et à venir. Merci Yves. Bonsoir. Merci, Peter. J'ai un peu l'impression que la rectrice et le vice-recteur ont piraté mon ordinateur parce que je n'ai plus grand-chose à dire. Mais pour moi aussi, c'est un plaisir de vous retrouver après plus de 2 ans. Et ça m'a semblé, moi, être 100 ans. Nous pensions que ce serait en personne, mais comme pour tant d'autres événements, il a fallu se résoudre à une conférence en mode virtuel. Bien sûr, sans goûter avant la conférence, ni réception après la conférence. Ces moments de sociabilité nous manqueront ce soir, mais les plus perspicaces d'entre vous auront noté que nous vous parlons quand même de la salle Martial-Caron, ici, à l'Université de Saint-Boniface. Il y a cependant un avantage au mode virtuel. La conférence de Nicole Saint-Onge pourra être suivie dans le monde entier, y compris à Ottawa, où le père de Nicole, Denis Saint-Onge, originaire de Sainte-Agathe et ancien du Collège de Saint-Boniface, est devant son écran. Nous vous saluons, M. Saint-Onge. À l'été 2020, nous avons reçu, comme le disait Peter, une bonne nouvelle du gouvernement fédéral. La chaire a été renouvelée,
ce qui nous permettra de poursuivre nos recherches et de diffusion jusqu'en 2027. Bien sûr, la pandémie a ralenti les travaux de la chaire, mais elle ne les a pas stoppés, loin s'en faut. Depuis deux ans, nous avons concentré nos efforts sur le grand projet de partenariat 3 siècles de migration francophone, financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, dont Peter parlait. Le projet pose un regard sur les mouvements et les processus migratoires des francophones nord-américains, les circulations culturelles et linguistiques qui les accompagnent, ainsi que les récits auxquels ils donnent lieu. Il arrime ces 3 axes, et ce, à des échelles spatiales, sociales et temporelles variées. Privilégiant des approches novatrices qui combinent la macroanalyse et la microanalyse, l'équipe recourt à une conjugaison de perspectives ayant trait à la durée, à l'espace et à l'unité d'analyse. Pour ce faire, elle exploite de grands corpus démographiques, ethnologiques et linguistiques accessibles depuis quelques années, mais qui n'ont jamais été exploités dans le cadre d'une étude de ce genre et de cette ampleur. Le projet est composé d'une série de terrains, de chantiers. L'équipe comprend une 40aine de chercheurs, dont Nicole Saint-Onge, notre conférencière, Étienne Rivard, Sandrine Allion, Fivan Minuyen et Peter Dorrington, ainsi que 28 partenaires communautaires et universitaires, y compris la Société historique de Saint-Boniface, avec qui nous travaillons étroitement, sans compter les nombreux étudiants, étudiantes, assistants, assistantes, stagiaires et professionnels de recherche. Tous ces gens, ainsi que moi-même, profitons des compétences du dévouement hors du commun d'Yves Labrèche, coordonnateur de la chaire. C'est dans le cadre de ce projet qu'en mars 2020, donc juste avant le grand confinement, Marc Saint-Hilaire, co-directeur scientifique du projet, Marc Saint-Hilaire qui est géographe à l'Université Laval, nous avons ensemble effectué un séjour de recherche et je dirais même de reconnaissance à la Michigan Technological University, un de nos partenaires. Cette institution est située dans la péninsule du Keweenaw, ancienne région minière qui a accueilli de nombreux Canadiens français au 19e et au début du 20e siècle, y compris le frère de mon arrière-grand-père. L'an dernier, nous avons clos un autre projet, un Canadien errant, dirigé par l'anthropologue Monica Heller de l'Université de Toronto et au sein duquel j'étais co-chercheur. Nous avons, entre autres, fait paraître un numéro thématique de la revue Francophonie d'Amérique. Sandrine Allion, professeure de linguistique ici, et moi-même y avons publié un article sur 3 générations de la famille de Roche à Notre-Dame-de-Lourdes. C'est là un exemple des nombreux écrits produits et des conférences prononcées par les chercheurs associés à la chaire et par les membres du projet 3 siècles de migration. Début mai 2021, j'ai moi-même prononcé la conférence d'ouverture du colloque Patrimoine, mémoire et vitalité des communautés, dis-je, linguistiques en situation minoritaire, dans le cadre du congrès annuel de l'ACFAS, en mode virtuel. J'en présenterai une version révisée demain midi devant les membres de l'ACFAS Manitoba, toujours en mode virtuel. Avec la reprise qui semble s'amorcer, nos activités de mobilisation des connaissances en présentiel vont recommencer au printemps lors de séjours en Belgique et en France. De plus, en collaboration avec le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest, le CEFCO, nous organisons ici, même du 22 au 24 septembre prochain, un grand colloque dont le thème est « Déplacement et contact dans l'Ouest canadien, l'Amérique et le monde francophone ». Et, en primeur, je vous annonce que la veille, c'est-à-dire le mercredi 21 septembre, l'écrivain et intellectuel franco-manitobain bien connu Roger Léveillé
prononcera la 9e conférence Robert Pinchot. Vous pouvez déjà inscrire cette date à votre agenda. À mon tour de remercier Nicole Saint-Onge d'avoir accepté notre invitation et de la remercier, c'est elle qui a eu l'idée que la conférence qu'elle donne sa conférence à ce moment-ci comme une activité pré-festival du voyageur qui commence après-demain. Mais ce n'est pas pour me voir ni m'entendre que vous êtes devant vos écrans ce soir. Bonne conférence. Merci Yves. Maintenant, j'aimerais inviter Étienne Rivard, qui est professeur de géographie humaine et culturelle ici à l'Université de Saint-Boniface et qui participe également comme co-chercheur au projet de recherche que je mentionnais tantôt, qui se font sous l'égide de la Chaire de recherche du Canada, à venir présenter à Mme Saint-Onge. Merci, Étienne. Merci à toi, Peter. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à tout le monde, mesdames, messieurs, et bien sûr les membres de la famille Pinchot et M. Saint-Onge, puisqu'on a l'honneur de l'avoir avec nous ce soir. Donc, Étienne Rivard, professeur de géographie ici à l'Université de Saint-Boniface. On m'a donné ce que j'appellerais la tâche ingrate, en 5 minutes seulement, de faire le tour et de présenter Mme Nicole Saint-Onge et toutes ses réalisations, ce qui est énorme, vous aurez compris. Sur le coup, je me suis dit, ça là, je vais tout simplement leur envoyer le site Internet de l'Université d'Ottawa où ils pourront voir la liste de ses contributions. Ils auront des heures et des heures de plaisir. Mais en même temps, je me suis dit, je ne vais quand même pas bouder mon plaisir. Il y a quand même un honneur, je dirais même que j'ai été flatté, je suis toujours, de pouvoir avoir la chance de vous la présenter. La chance de pouvoir vous présenter son œuvre. Bon, je dis le mot œuvre, je suis à peu près certain que Nicole me regarde, mais de quoi il parle? Mais bon, les œuvres ne s'apprécient pas généralement de l'intérieur. Les œuvres s'apprécient de l'extérieur et sur ce, j'ai un avantage sur Nicole de toute évidence. À quoi on reconnaît une œuvre? Il y a plusieurs éléments. Moi, j'en verrai 3. Je vous en propose 3 ce soir. J'ai juste 5 minutes, donc je ne peux pas en mettre 10. Donc, le premier, je dirais le mot dévouement. Dévouement pour la connaissance, dévouement aussi pour la diffusion de cette connaissance. Pour ceux qui sont déjà sur leur téléphone, là, sur le site de l'Université d'Ottawa, pour voir la liste des activités de recherche qu'a fait Nicole, vous savez déjà, en regardant la suite des livres, des publications dans des revues savantes et autres chapitres de livres, à travers ces présentations, à la fois dans des colloques nationaux, internationaux, mais également, et elle nous en fait la preuve aujourd'hui, cet dévouement pour aussi s'assurer que cette connaissance-là soit partagée à un grand public, et même plus loin, dans le transfert de cette expertise, de cette passion pour la science historique, ethnologique, passer vers les étudiants, que ce soit ou des étudiants de maîtrise, de doctorat, de postdoc. Bon, vous me direz, c'est son travail, c'est sûr. Vous me direz, ce sont des lignes sur un CV, mais non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et je peux prendre mon témoignage. J'ai connu Nicole il y a plus de 20 ans maintenant. J'étais un jeune étudiant de doctorat en géographie de l'Université de la Colombie-Britannique. Et en juillet 2000, vient faire un petit terrain exploratoire à Winnipeg. Vous me direz, il part de Vancouver venir à Winnipeg. Qu'est-ce qu'il fout? Oui, mais je voulais travailler sur les métis. Et donc, par le fait même, je contacte un peu au hasard Nicole en l'espérant pouvoir la rencontrer. Mais on est l'été et tout. C'est les vacances. Elle a arrêté ses vacances pour venir voir, de rencontrer au Centre du patrimoine un géographe, même pas historien, même pas ethnologue, pour, en quelque sorte, lui donner du temps, 1 heure de son temps précieux, à m'écouter d'abord, ce qui est déjà une chose, et ensuite à me donner un paquet d'informations dont j'ai gobé
moins de la moitié, trop excité à tout écrire. Donc, je ne suis pas une ligne sur un CV. Hein? Donc, dévouement. Dévouement, deuxième élément, je dirais étendue et profondeur hein, de la recherche, de son travail. Étendue géographique, Nicole travaille à la fois sur le bassin versant des Grands Lacs du Saint-Laurent, bassin versant de la rivière Rouge, baie d'Hudson. Elle met les pieds à quelques occasions ici et là dans le bassin versant du Mississippi. Je veux dire, elle est partout. Couverture étendue aussi socioculturelle de ses recherches. Aujourd'hui, on va y toucher et goûter à peu près à l'ensemble de tout ça, en commençant par ces voyageurs, cet élément franco-canadien, franco-catholique dans l'Ouest, suivi de leurs rejetons, hein, la nation métisse, les populations métisses, mais aussi les populations autochtones à travers les femmes notamment. Donc, tout un vaste travail, donc une vaste étendue socio-culturelle, mais vous comprenez avec beaucoup de profondeur également. Hein? C'est la relation entre ces différents groupes culturels que va se dessiner la profondeur. Enfin, je ferais bien une métaphore géologique ici, mais je m'en garderai bien, je vais la laisser pour d'autres. Je vous laisse deviner pourquoi. Mais enfin, il y a cette profondeur-là, une profondeur aussi qui va dans l'élément porté, je veux dire, juste pour les voyageurs. Nicole est responsable, en quelque sorte, de ce qu'on pourrait appeler l'une des premières bases de données publiques. Hein. Aujourd'hui, on fait des bases de données et on les met publiques. C'est même une condition sine qua non pour des subventions, mais la base sur les contrats notariés des voyageurs, c'est quand même quelque chose d'important hein, dans la contribution. Donc, une contribution à l'histoire et à toute cette réunion de différents personnages, personnes, groupes cruciaux. Donc, profondeur, étendue, en plus du dévouement. Et, ben oui, il y a un troisième point hein, à laquelle on peut reconnaître une œuvre, qu'on peut l'apprécier. Et ce troisième point, c'est d'avoir la personne elle-même hein, à la base de cette œuvre, venir nous en parler. Hein. Et le hasard fait quand même bien les choses et ça donne qu'elle est ici ce soir, pour ceux qui ne le savaient pas déjà. Alors, je ferai plaisir à tout le monde, je me tairai et je laisserai alors la parole à Nicole Saint-Onge. Nicole? Merci, Étienne. C'est gentil, je suis touchée. Bonjour, bienvenue même de façon virtuelle à l'Université Saint-Boniface, aux Fourches, au centre du monde, de Montmont, depuis plus de 40 ans. Pour commencer, je voudrais faire 2 remerciements. Toujours bien de démarrer les choses en étant poli. Alors, en 1988, le temps passe vite, je finissais un doctorat en histoire à l'Université du Manitoba et c'est le temps des vaches maigres. Mes bourses finissaient, ma fille Colette était bébé. J'habitais à Sainte-Anne, dans une toute petite maison, et j'étais vraiment à court de fonds. C'était le temps de passer à un mode travail à temps plein rémunéré. Et assez innocemment, j'ai appelé ce qui était le collège universitaire de Saint-Boniface. J'ai dit qui j'étais, que j'étais une Nicole Saint-Onge. Ah, Saint-Onge de Sainte-Agathe. Oui, justement. Et j'ai dit que je terminais un doctorat en histoire et que, j'avais besoin d'une job. Si j'avais quelque chose, il y a quelque chose à faire. Et étonnamment, ils sont dit, tiens, justement, on cherche un professeur en histoire. Et vous seriez prêt à enseigner? Bien sûr. 6 cours. OK. Histoire canadienne, pas de problème. Ah oui, puis vous enseignez aussi l'histoire américaine.
Pas de problème. Je leur ai pas dit qu'en fait, j'avais jamais pris de cours d'histoire américaine de ma vie et que mes 2 ans ce qui est maintenant l'Université Saint-Boniface, ont été terriblement intenses. Ça a été un apprentissage rapide. J'étais très fière d'être au moins 2 semaines à l'avance de mes étudiants en histoire américaine et ils semblent avoir survécu, ils ont bien fait. Mais j'ai toujours voulu remercier l'Université Saint-Boniface parce que sans eux, je ne serais pas où je serais maintenant. Grâce à ces 2 années à l'Université Saint-Boniface, l'Université d'Ottawa s'est intéressée à moi et j'ai pu entamer une carrière qui dure depuis plus de 30 ans à l'Université d'Ottawa où j'ai très bien réussi. Et pourtant, presque chaque année, je reviens faire de la recherche ici et Saint-Boniface m'est toujours resté à cœur. Finalement, avant de commencer le PowerPoint, je voudrais remercier mon père, qu'on a mentionné déjà quelques fois, originaire de Sainte-Agathe, l'aîné de 9 enfants. Il aura 93 ans cette année, ce printemps. Et je remercie parce qu'en fait, c'est lui qui fait tous mes PowerPoints. C'est fantastique. Je le remercie. Et il est une preuve vivante, ambulante, qu'il n'y a pas de limite d'âge pour apprendre de nouvelles choses ou apprivoiser de nouvelles technologies. Dieu merci. Alors, ce que vous allez voir maintenant sera le PowerPoint créé par mon père et apparemment, vous pouvez l'agrandir sur vos écrans si vous voulez. Alors, parfait. Non, on va reculer. Alors, il y a déjà près de 40 ans, le géographe, on parle souvent de géographe ce soir, Christian Morisonneau, publie une observation sur ce qu'il appelle l'homme québécois. Et je paraphrase. Le lieu par excellence où le Québécois s'est fixé n'est pas un point dans l'espace. On a trop écrit sur la paroisse. L'homme d'ici n'avait pas beaucoup plus de conscience frontalière que de conscience paroissiale. Le véritable lieu de la durée est davantage temporel que spatial. C'est la famille, la parenté dispersée sur le continent et non confinée à la vallée laurentienne. C'est elle qui constitue le véritable petit pays, le pays mobile, celui qui fonde la solidarité et nie la géographie. Ainsi, le peuple gardait son identité dans son instabilité même. Abondant dans le même sens, en 2004, l'historien américain Stephen Greenblatt publie un manifeste qui fera beaucoup jaser les milieux intellectuels anglophones. Dans ce texte, long de 3 pages, il milite en faveur d'une reconceptualisation de notre compréhension de l'histoire. Son argument, en bref, est que l'histoire et le présent sont le résultat d'une mobilité plus ou moins continue et non d'un enracinement profond. En d'autres mots, la mobilité sous toutes ses formes, physiques, culturelles, idéologiques, doit être comprise comme un des éléments formateurs de toute société et non la source de leur dislocation. Il me semble que ces 2 observations résonnent quand on pense à l'Amérique française et plus spécifiquement quand on pense au peuplement de l'Amérique française issu du commerce des fourrures. 2 défis auxquels on fait immédiatement face quand on étudie l'histoire des voyageurs canadiens français et leur descendance métisse au 19e siècle sont 1. Ce sont des populations en grande partie illettrées. Les voyageurs signent souvent leur contrat avec une croix et c'est pareil pour les premiers métis. Il y a donc très peu de traces directes de ces populations. Tout est filtré par le regard de l'autre, que ce soit le bourgeois commerçant d'une compagnie de fourrure, un prêtre missionnaire
ou un visiteur explorateur qui relate leur impression des voyageurs ou des métis, impression pas très flatteuse. Nous ne savons pas vraiment ce que le voyageur canadien-français pensait de son métier, de son univers, ou comment sa vie dans les pays d'en haut l'aurait transformé. On doit toujours interpréter des sources d'informations indirectes. Le deuxième défi est d'ordre pratique. L'histoire du commerce des fourrures est une histoire éclatée. Ce commerce existe depuis le début de la colonisation de l'Amérique française et de nombreux documents archivistiques lui sont associés. Mais cela demeure une histoire qui est difficile à étudier. Les archives sont fragmentées et éparpillées à travers les territoires d'au moins 2 pays, le Canada et les États-Unis, où étaient situés les fameux pays d'en haut. Et de plus, le présent pèse lourd sur l'histoire du commerce des fourrures. Même si le commerce des fourrures à partir de Montréal fonctionne comme un tout organique jusqu'au début du 19e siècle, les historiens canadiens et américains ont énormément de difficultés à se l'imaginer. Des murs invisibles traversent ce territoire, frontières nationales, provinciales, étatiques, linguistiques, religieuses, ainsi que des traditions historiographiques très différentes, franco-canadiennes, anglo-canadiennes, américaines, européennes. Les conditions présentes fragmentent un passé uni. Le chercheur qui s'intéresse au commerce des fourrures et au peuplement de l'Amérique française qui en découle doit apprendre à conjuguer avec des informations partielles et disparates pour dresser un portrait tant soit peu fidèle d'une histoire qui me fascine depuis plus de 40 ans. Ma solution depuis plusieurs années est d'apprivoiser cette vaste histoire en transformant un personnage, un voyageur canadien-français en fil conducteur. Je le suis à travers l'espace et le temps pour essayer de comprendre ses motivations, ses choix, ses décisions, et ceux de son entourage et de sa descendance. À travers ceci, je cherche à comprendre l'univers qui l'occupe. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un voyageur nommé André Carrière, qui deviendra un de ces légendaires hommes du Nord, un des voyageurs professionnels œuvrant à l'ouest du Grand Portage Fort-William. André est né en 1779 à Boucherville, au Québec actuel. Ses parents, Joseph Carrière et Marguerite Saint-Sauveur, auront 14 enfants, dont au moins 6 meurent en bas âge. Une des raisons possibles pour ce haut taux de mortalité infantile serait la profession du père. Le père Joseph Carrière est journalier, un laboureur, ce qui place la famille Carrière carrément au bas de l'échelle sociale du Bas-Canada. Ce sont des travailleurs à gages qui n'ont pas de terre à eux propres. Il n'est peut-être pas étonnant alors que son fils, André Carrière, opte pour une profession de voyageur professionnel. Même s'il est l'aîné des enfants qui survivent jusqu'à l'âge adulte, il n'y a pas de possibilité d'héritage. Rien ne le retient à Boucherville. Le contrat du voyageur de notre voyageur, André Carrière, n'a pas été retrouvé. Mais nous savons qu'il travaille en 1805 à Fort-des-Prairies, l'actuel Edmonton, en Alberta, pour la Compagnie Nord-Ouest en tant que contremaître voyageur, donc en tant que gouvernail ou avant dans les canaux. À 25 ans, il fait donc déjà partie de l'élite des voyageurs hivernants avec un rôle spécialisé et mieux payé durant les déplacements. Dans ces années-là, il contracte un mariage à la façon du pays avec Angélique Dionne. Angélique est la fille de Timothée Dionne, un voyageur canadien-français, et d'une autochtone Crise au nom inconnu.
Le seul contrat qui nous parvient pour Timothée Dionne est un contrat de renouvellement signé à Montréal, ayant comme destination le fort des Prairies, Edmonton, que vous voyez, comme gouvernail de canaux. Ce contrat est signé à Montréal en 1799. Comme dans la famille Carrière, les parents de Timothée Dionne sont des laboureurs, encore une fois au bas de l'échelle sociale rurale et sans grande chance de voir les choses s'améliorer. Il n'est donc pas étonnant que nos deux hommes, André Carrière et Timothée Dionne, vont devenir des voyageurs de carrière, des hommes du Nord, donc avec un statut élevé dans le monde des voyageurs en tant qu'avant et gouvernail. Les deux fondent des familles dans les pays d'en haut. Timothée Dionne avec une conjointe Crise et André Carrière avec leur fille plutôt, Angélique Dionne. André et Angélique Carrière demeurent basés au fort des Prairies jusqu'à après 1821, date de la fusion de la Compagnie du Nord-Ouest et de la Compagnie de la baie d'Hudson. Cette amalgamation met fin à une concurrence déchaînée entre les deux compagnies et entraîne la mise à pied de centaines de voyageurs. Pour Fort des Prairies, rebaptisé Fort Edmonton, le nouveau facteur en chef du poste, l'Écossais James Sutherland, procède rapidement à une rationalisation en règle des employés qui travaillaient au poste. Au moment de la fusion, on retrouvait non seulement 65 employés de la Compagnie de la baie d'Hudson, mais aussi 70 employés de l'ancienne Compagnie du Nord-Ouest, ainsi que des familles de ces derniers. Sutherland va licencier plus de la moitié des employés du district. Et, pas surprenant, la plupart des hommes relâchés viendront de l'ancienne Compagnie du Nord-Ouest. De plus, Sutherland démolit les résidences jugées de surplus dans le fort Edmonton et aussi dans les forts avoisinants ayant appartenu à la Compagnie du Nord-Ouest pour inciter les anciens employés à quitter le district. Sutherland n'est pas un homme très populaire. La Compagnie de la baie d'Hudson encourage tous ces hommes, majoritairement des Canadiens français ou des métis franco-catholiques, et leurs familles, jugées de trop, de se diriger vers la colonie de la Rivière-Rouge, ici, et refaire leur vie. La plupart des familles arrivant de la région de Fort Edmonton et des postes avoisinants vont s'établir à la prairie du Cheval-Blanc, ce qui deviendra la mission Saint-François-Xavier en 1824. Ces familles-là et leurs descendants métis se spécialisent rapidement dans la chasse commerciale du bison. Mais d'autres familles, incluant notre famille Carrière, optent pour une autre stratégie de survie un peu différente. André Carrière, Angélique Dionne et leurs 8 premiers enfants vont plutôt se diriger vers le sud de la colonie entre 1822 et 1825. La famille Carrière s'établit sur le lot 822 de la colonie, qui correspond à l'actuel lot 137 à Saint-Norbert. Angélique Dionne et les enfants nés dans le Nord-Ouest sont baptisés les uns après les autres le 25 septembre 1825. Puis, le prêtre missionnaire Thomas des Trois-Maisons marie formellement le couple le lendemain. On ne perdait pas de temps dans ce temps-là. Les témoins au mariage sont François Delaunay, ancien voyageur pour la Compagnie du Nord-Ouest, lui aussi au Fort des Prairies, résident à Saint-Norbert, et Benjamin Marchand, lui ancien voyageur pour la Compagnie de la baie d'Hudson à l'île de la Crosse, qui lui s'était établi à Saint-Vital. Benjamin Marchand et sa conjointe Marguerite Nadeau sont les futurs beaux-parents de Louis, un des fils Carrière. On tricote serré à la Rivière-Rouge. Très rapidement, le couple André et Angélique Carrière et leur progéniture, donc des enfants et petits-enfants d'une famille de laboureurs, en d'autres mots des gens sans terre, vont devenir une des familles à l'aise au sud de la colonie. Entre 1825 et 1835, André poursuit sa carrière de voyageur en s'embauchant périodiquement à la Compagnie de la baie d'Hudson pour faire la navette entre la colonie de la Rivière-Rouge et le grand entrepôt de la Compagnie de la baie d'Hudson York Factory,
à la baie d'Hudson, mais surtout, André s'occupe de sa terre. D'après le recensement de 1835, la famille Carrière, composée d'André, âgé de 55 ans, son épouse, 5 garçons et une fille encore à la maison, cultive 10 acres de terrain et sont propriétaires d'un cheval, 6 vaches, 4 veaux, 5 bœufs et 10 cochons. Ils possèdent aussi 3 charrettes de la Rivière-Rouge, une charrue, une herse et un canot. D'après les critères de l'époque, plutôt, c'est une famille comme il faut. Les Carrières cultivent plus de terrain et ont un plus gros cheptel que la plupart des familles canadiennes françaises ou métisses de la Rivière-Rouge. Le fait que cette famille possède aussi 3 charrettes et 5 bœufs me dit qu'André pratiquait peut-être la chasse au bison, mais plus probablement du négoce ou troc à petite échelle, à cause de son âge et parce qu'il avait seulement un cheval, même si cela était illégal. Ce désir d'améliorer son sort se perpétue dans la prochaine génération Carrière. Dans la société métisse qui se développe dans l'Ouest au 19e siècle, les mariages sont souvent des arrangements entre familles. Ceci est très clair pour les familles vivant principalement de la chasse commerciale au bison. Dans les brigades de chasseurs, on remarque souvent un groupe de femmes apparentées, des sœurs d'habitude, mariant des hommes, bons chasseurs mais pas parents, et créant ainsi une brigade ayant un certain degré de cohésion. Cette tendance est moins prononcée dans les familles du sud de la colonie, vivant d'une économie plus mixte, mais on voit quand même une tendance de mariage entre familles voisines déjà alliées. Mariage entre petits cousins, 2e ou 3e degré, ou des enfants de couples qui ont servi de parrains et marraines pour des frères et sœurs des heureux époux. Entre 1820 et 1850, les 11 enfants Carrière que nous pouvons retracer dans les documents archivistiques qui nous sont parvenus vont s'allier à des familles qui leur ressemblent. Sans grande surprise, 8 d'entre eux ont des conjoints, des enfants ou petits-enfants de voyageurs ayant œuvré dans l'Ouest qui s'étaient alliés à des femmes des Premières Nations ou des Métis. Les exceptions sont Angélique Carrière, qui épouse le Canadien-français Benjamin Lagimodière, fils de Jean-Baptiste Lagimodière et Marianne Gaboury, et les 2 frères Élie et Daniel Carrière, qui épousent les sœurs Elmire et Dorothée Landry. Ces 2 jeunes femmes étaient les filles de Joseph Landry, employé de la Compagnie de la baie d'Hudson, et de son épouse canadienne-française Geneviève Lalonde. Une parenthèse ici, les Landry et les Lalonde avaient été recrutés spécifiquement par Lord Selkirk pour appuyer la colonisation de la Rivière-Rouge. On parle souvent des colons d'origine écossaise recrutés par Lord Selkirk. On parle aussi parfois des anciens soldats du régiment d'Émeron, recrutés à Montréal par des agents de Selkirk. Mais on parle très peu des individus, même des familles canadiennes-françaises originaires de la vallée du Saint-Laurent, recrutés en 1818 pour appuyer l'effort de colonisation à la fourche. Par exemple, on remarque l'ancien voyageur Jean-Philibert Ladéroute qui signe un contrat comme gouvernail à Montréal pour faire le voyage. Rien d'étonnant là. Mais aussi, il signe dans le contrat un codicille disant qu'il va être à la Rivière-Rouge pour 5 ans comme habitant ou cultivateur. En échange, le comte de Selkirk lui offre une terre ayant une superficie d'au moins 100 arpents. L'ancien lot 273 de la Compagnie de la baie d'Hudson, qui est l'actuel lot 17 à Saint-Boniface. 100 arpents représentent 84 acres pour ceux qui s'en demandent. En 1822, Ladéroute et une trentaine d'autres hommes résidents, surtout des Canadiens français à la Rivière-Rouge, vont adresser une pétition aux héritiers de Lord Selkirk demandant que les promesses faites par Lord Selkirk ayant trait à la possession de leurs terres soient respectées. Ils tenaient à leurs 100 arpents.
Ce sont, à peu d'exceptions près, des familles habitant l'axe Saint-Boniface à Saint-Norbert. André Carrière et sa famille arrivent trop tard pour signer cette pétition, mais 6 des enfants Carrière se marient aux enfants ou petits-enfants de ces signataires. Les familles Ducharme, Marchand, Lagimodière, Ladesroutes, Landry et Lalonde. On voit donc dans la première et deuxième génération Carrière un regroupement d'individus et de familles partageant la même façon de faire et fort probablement les mêmes valeurs. Les recensements de la Rivière-Rouge faits entre 1827 et 1856 appuient ce constat. Il y a évidemment des variations entre les ménages, mais 9 des 11 ménages Carrière cultivent leurs terres et ont du bétail, vaches, bœufs, chevaux, cochons. À un extrême, nous avons Élie et Elmire Landry-Carrière de Saint-Vital qui cultivent 9 acres et ont dans leur basse-cour des bœufs, des vaches, des cochons et étonnamment 9 moutons. Tout comme leur beau-frère Benjamin Lagimodière qui, lui, est propriétaire de 15 moutons. Ou encore Louise Carrière et son mari Baptiste Normand qui cultivent 16 acres et ont 11 chevaux et bœufs en plus de 4 charrettes de la Rivière-Rouge, indiquant leur participation dans le négoce des prairies. L'autre extrême sont des foyers tels celui de Geneviève Carrière et Louis Pontbriand, dit sans regret, ou celui de François Carrière et Marie-Thérèse Morin, qui ont des lots mais ne semblent pas les exploiter directement. Par contre, les 2 hommes, Louis Pontbriand et François Carrière, travaillent périodiquement pour la Compagnie de la baie d'Hudson comme voyageurs. Et de plus, les recensements de la Rivière-Rouge indiquent que les 2 ménages vivent avec leurs parents. Ce sont donc de jeunes couples qui contribuent à l'exploitation des fermes paternelles, peut-être les futurs héritiers du domaine familial. D'ailleurs, d'autres célibataires ou jeunes couples, qu'on remarque dans les recensements, semblent vivre pour un temps avec des frères ou des sœurs aînés déjà en ménage établi. Je pense qu'on analyse les 11 enfants Carrière, il faut s'imaginer un clan qui fonctionne avec un assez haut degré de cohésion. Mais pour bien comprendre la gang Carrière, du moins jusqu'en 1870, il faut penser en termes plus larges. Non seulement sont-ils des frères et des sœurs, mais eux et leurs conjoints assument les rôles de parrains et marraines pour leurs neveux et nièces, en plus de témoins pour des mariages ou des funérailles. Les liens qui se tissent sont des liens de sang, mais aussi religieux. Et quand on examine les lots que les enfants occupent et exploitent, ces lots sont relativement proches les uns des autres. Ces gens se voisinent. Finalement, leurs acquis, leurs possessions se complètent. Un tel a 2 herses, son beau-frère, 2 lots plus loin, possède 4 bœufs. Un autre a 3 charrettes et son frère voisin a plusieurs chevaux, et ainsi de suite. De plus, certains frères, beaux-frères et neveux vont travailler occasionnellement pour la Compagnie de la baie d'Hudson et avoir accès à des crédits au magasin de la Compagnie pour l'achat de tabac, de thé, de tissus, ainsi de suite, des denrées utiles à l'ensemble du groupe. On peut donc concevoir d'André et Angélique Carrière, leurs 11 enfants ainsi que leurs conjoints, comme un tout qui fonctionne de façon cohésive, socialement et économiquement jusqu'à la fin des années 1860. Les Carrières et les familles auxquelles ils sont liés ont négocié avec succès la transition de voyageurs salariés, ouvriers à gages, travaillant pour une compagnie de fourrure et vivant de leurs gages, à une famille ou des familles ayant de multiples stratégies de survie, agriculture, travail saisonnier comme voyageurs ou fretteurs, un peu de chasse au bison, un peu de négoce, ainsi de suite.
Ceci est une stratégie très différente de celle que poursuivent d'autres descendants de voyageurs canadiens, français et leurs conjointes autochtones. Par exemple, les familles Berger, Bottineau ou Azur, par exemple, vont opter pour un style de vie presque exclusivement axé sur la chasse commerciale au bison. Un style de vie haut en couleur et potentiellement très lucratif jusqu'à la disparition des troupeaux de bisons. D'une certaine façon, André Carrière, Angélique Dion et leurs enfants vont réaliser ce que les parents d'André Carrière, Joseph et Marguerite Carrière de Boucherville, Québec, et les grands-parents paternels d'Angélique Dion, Antoine et Marie-Louise Dion de Saint-Roch, Québec, n'ont jamais réussi à faire. Joseph, Marguerite, Antoine et Marie-Louise vont vivre et mourir des laboureurs et des journaliers, des gens au bas de l'échelle sociale du Bas-Canada rural, des gens sans terre. Leurs descendants à la Rivière-Rouge vont se transformer en habitants, propriétaires de leur propre lot de rivière. D'après les critères de l'époque, ce sont des gens comme il faut. Évidemment, comme on le sait, les choses vont se corser à partir de 1868, année de la grande famine à la Rivière-Rouge, où les moissons, la pêche et la chasse au bison vont être des échecs complets, suivis 2 ans plus tard des défis politiques que l'on connaît, suivis dans les décennies suivantes de multiples problèmes socio-économiques avec l'arrivée de nouveaux colons. Mais même là, les petits-enfants Carrière réussissent relativement bien. Certains vont défricher de nouvelles terres à Sainte-Agathe, Saint-Pierre-Joli, Saint-Charles, Saint-Eustache ou même Saint Clara, situé au sud du parc provincial de Dock Mountain. D'autres vont se déplacer vers la Saskatchewan, tel le petit-fils d'André Carrière, Damas Carrière, qui, à l'âge de 22 ans, en 1873, se déplace vers Batoche comme beaucoup d'autres familles de la Rivière-Rouge. C'est un bel endroit, allez le visiter. Il s'y marie en 1875 et dans le recensement de 1881 pour Batoche, il se déclare cultivateur, poursuivant le même style de vie que ses parents et grands-parents. Une vie axée sur une économie mixte. Comme vous le savez, Damas Carrière sera une des victimes de la grande résistance métisse à Batoche, où il appuyait son proche parent, Louis Riel. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Pour conclure, j'ai débuté cette conférence en mettant l'emphase sur la mobilité physique inhérente des voyageurs canadiens-français et de leur descendance métisse. Mon prémisse du début était que la mobilité plus ou moins constante était une source de cohésion et non de dislocation dans le peuplement de l'Amérique française. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais Madame Saint-Onge, vous nous dites que les Carrières sont devenus des habitants à la Rivière-Rouge. Donc, ils se sont enracinés sur leur lot de rivière, non? Mon argument ici, pour reprendre le géographe Maurice Sonneau du début, est que cet enracinement est peut-être une illusion ou une pause momentanée qui dure seulement quelques années ou le temps d'une génération, tout au plus pour beaucoup de familles métisses et canadiennes-françaises de l'Ouest. Pour vraiment finir, il y a une stabilité dans cette instabilité. Les déplacements sont rarement un saut dans le vide. Quand je retrace les petits-enfants du couple d'André Carrière et Angélique Dion, oui, une majorité se déplace au sein de l'ancienne colonie de la Rivière-Rouge ou à travers les prairies, mais il y a une constance. C'est une migration en chaîne. Ou bien ces gens vont rejoindre de la parenté plus ou moins proche dans de nouveaux lieux, le noyau se reforme, ou c'est des membres de leur parenté élargie qui vont les rejoindre. La nation se maintient au sein de cette mobilité générationnelle ou intergénérationnelle. Merci.
Mon Dieu, ça fait des années que je n'ai pas entendu des applaudissements. Merci beaucoup, Madame Saint-Onge, pour cette fascinante conférence. On arrive maintenant à la séance de questions. Et puis, comme on a appris à faire au cours des 2 dernières années, il s'agit de lever sa petite main jaune si on souhaite poser une question. Je pense qu'on a du temps pour plusieurs questions. Et donc, je vous invite quelqu'un à briser la glace et puis à poser une première question à Mme Saint-Onge. Merci. Si la technologie fonctionne. Oui, Yves, pour commencer. Peut-être que je vais poser la question ici, puis tu pourras la répéter, Peter Oui. et Nicole. Est-ce que, disons, ces gens qui sont partis du Fort Edmonton, certains sont allés à Saint-François-Xavier ou à la prairie du Cheval-Blanc et d'autres à Saint-Norbert, est-ce qu'ils ont continué à avoir des liens après leur déplacement et leur réenracinement? Je ne suis pas sûr si vous avez pu entendre la question d'Yves Frenette, mais c'est une fois partis de leur village ici au Manitoba pour se déplacer ailleurs aux prairies. Est-ce qu'ils ont réussi à maintenir le contact? Est-ce que c'était ça? Non. C'est le contraire. Oh non, excusez-moi. Oui. Oui, oui allez-y. Je pense que ce que Yves me demande, c'est une fois que tous ces voyageurs qui ont été licenciés quittent Fort Edmonton pour venir à la Rivière-Rouge, et j'expliquais qu'il y en avait une partie qui était devenue des chasseurs de bisons professionnels, surtout autour de Saint-François-Xavier, Saint-Eustache, la prairie du Cheval-Blanc, et d'autres étaient allés vers le sud de la colonie. Est-ce que les liens s'étaient maintenus? Et en fait, plus ou moins. C'est assez étonnant, mais quand on regarde les écrits, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a en fait des différences entre les populations métisses à la colonie de la Rivière-Rouge. Et il y a plusieurs remarques dans les archives qu'on a qu'il y avait un sentiment de différence entre les familles qui poursuivaient une économie plus mixte, surtout du sud de la colonie, donc Saint-Boniface, Saint-Vital, Saint-Norbert, et ceux de la prairie du Cheval-Blanc, que oui, ils s'aidaient à la chasse aux bisons, oui, ils se voyaient comme tous métis, mais que, bon, il y avait peut-être des différences. Et en fait, quand on refait les alliances, puis on reconstruit les clans, il n'y a pas tellement de mariage entre ces deux groupes. Ils poursuivaient 2 modes de vie assez différents. Et aussi, je pourrais continuer, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que ceux qui viennent de Pembina et de la prairie du Cheval-Blanc, de Saint-François-Xavier, ils ont parmi leurs origines un beaucoup plus grand nombre d'ancêtres assiniboines, comparé aux familles qui sont à Saint-Norbert, Saint-Boniface, Saint-Vital. Il y a une différence non seulement entre les familles métisses en tant que métisses, mais aussi un peu, il y a des différences entre leurs ancêtres maternels. Ils viennent de différentes tribus, pas toujours, mais assez fréquemment. Merci. Je vois qu'il y a des questions se multiplient. Il me semble que la première personne à lever la main, c'était notre collègue Ibrahima Diallo. Ibrahima. Merci beaucoup. Bonsoir, Nicole. Ravi de te revoir. Ça fait 30 ans. Pas vieilli, ça se voit. Tu te maintiens très bien. Mais moi, j'ai une observation et puis 2 petites questions. La première observation, juste que je connais quelqu'un qui s'appelle André Carrière. Parce que dès que vous avez dit André Carrière, je dis, on va parler de lui.
c'est quelqu'un qui vit je pense comment ça s'appelle encore, à Saint-Laurent, métis fier de l'être. Certainement, il doit y avoir un lien de parenté. Oui. Voilà. La première question, c'est, vous avez parlé ici disons, des mariages, comment vous avez dit ça? Vous avez dit que c'était des mariages entre familles. Alors, chez nous en Afrique, on dit que c'est des mariages arrangés. Hein? Oui. Généralement, les gens se marient au sein d'une même famille pour que, comme on dit souvent, que le dollar ne sorte pas de la maison. C'était ça qui faisait que les gens se mariaient entre familles. Donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est dans la même lignée que les gens faisaient aussi ces mariages-là? Pour garder la cohésion, vous avez parlé de ça, mais étant donné que nous vivons ici dans une société différente, je voulais juste voir s'il y avait une relation qui pouvait être établie entre ce que se faisait ici et ce qui se fait aussi jusqu'à aujourd'hui en Afrique. Les gens, ils arrangent et puis ça se passe comme ça. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que j'ai vu que toutes les cartes que j'ai vues ici présentées durant l'exposé, tout est rédigé en anglais. Alors, je me demande, est-ce que à l'époque, est-ce qu'il n'y avait pas des choses qui se faisaient aussi en français? Parce que quand même, la présence française remonte de très loin, mais tout ce que je dis, même quand vous parlez de Saint-Norbert et tout ça, là, je vois tout est en anglais. Est-ce que vous pouvez me donner une petite justification disons, de cette constatation? Oui. Pour le premier, je ne pense pas que c'était nécessaire. C'était pour, je pense que l'emphase était moins sur garder l'argent dans la famille, comme vous dites si bien, dans le clan. C'était surtout pour maintenir une cohésion, certainement pour les chasses commerciales de bison qui représentaient souvent 200, 300 personnes. C'était très important qu'il y ait des mécanismes de contrôle et qu'il n'y ait pas de disputes ou de problèmes durant la chasse. Alors, c'était pour s'assurer que les gens qui étaient intégrés étaient des gens qui allaient bien fonctionner. J'ai beaucoup moins vu que c'était au sujet de maintenir des acquis, c'est possible, des chevaux, des connaissances. C'est surtout pour maintenir des cohésions. Pour s'assurer qu'il y avait une stabilité dans un groupe. Pour les familles de carrière, par exemple, il y avait peut-être cette idée aussi de maintenir, s'assurer que les enfants allaient rester proches, qu'il y aurait des lots, qu'ils allaient hériter de lots qui n'étaient pas trop loin pour aider, encore une fois aussi, cohésion sociale, mais là, peut-être un peu plus cohésion matérielle, pouvoir travailler ensemble et s'assurer que les moissons et tout ça allaient être faites. Pour les cartes, la compagnie de la baie du Son pèse lourd sur la colonie de la Rivière-Rouge. Les cartes sont faites par des arpenteurs anglophones. Alors, les premières cartes qu'on a pour cette région-ci sont en anglais. Les dernières cartes pour Saint-Norbert et tout ça, c'est les arpenteurs du gouvernement canadien qui les ont faites. Alors, elles sont faites en anglais. Il existe des cartes qui avaient été faites en français, mais les cartes officielles sont faites en anglais. OK. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, Ibrahima. Je pense que la prochaine personne qui souhaite poser une question, c'est Yves Labrèche. Yves, à toi la parole. Bonjour, Bonsoir, Yves. Nicole. Bonsoir, merci beaucoup. Très intéressante présentation. Ma question est un petit peu triviale, puis en même temps, ça reprend un peu ce qu'Ibrahima voulait savoir. Je connais des gens aussi à Saint-Laurent, puis toi, tu as beaucoup travaillé à Saint-Laurent. Alors, le lien entre les carrières d'aujourd'hui, comme Serge Carrière, et puis cette famille-là. Ils sont tous parents. C'est la même gang. Saint-Laurent est une des places où ils commencent à monter après 1860. Ils se dirigent vers le lac. Alors, mais ça fait partie le même réseau social. C'est les mêmes carrières. Ils avaient des grosses familles et ils vivaient, c'était étonnant, un très bas taux de mortalité infantile, en fait. D'accord, merci beaucoup. Merci Yves. Patrick Noël a une question qu'il souhaite poser. Merci Patrick. Alors, bonjour Madame Saint-Onge, merci d'abord pour cette très belle conférence. Ma question déborde un peu le cadre de la conférence. Je profite un peu de ce qu'Étienne a dit là au début c'est-à-dire avant que vous présentiez, c'est-à-dire que
vous œuvrez dans ces questions-là depuis, plus de 30 ans, c'est-à-dire la soutenance en 88, si j'ai bien compris. Et j'aimerais vous entendre, je sais que ça nécessiterait peut-être un autre cadre, je ne m'attends pas à une réponse longue, mais la recherche sur les métis. En 88, j'imagine, à quelque part, c'est encore comment dire, le statut était peut-être pas autant reconnu qu'il était aujourd'hui. Depuis, j'ai l'impression qu'il y a plus de recherches qui ont été produites sur les métis, mais en même temps, ça s'est accompagné d'une certaine politisation, je dirais. Donc, j'aimerais vous entendre avec votre expérience de 30 ans, comment avez-vous vécu cette évolution des choses, c'est-à-dire d'un objet qui avait peut-être été négligé, qui était peut-être dans les silences ou dans les ombres de l'histoire. Et aujourd'hui, on doit se féliciter qu'on en parle davantage, mais en même temps, ça s'est accompagné d'une certaine politisation. Donc, j'aimerais vous entendre sur ça. Oh, il faut être philosophe. Oui, c'est vrai. En fait, ma thèse de maîtrise était aussi sur les métis. Donc, j'y travaille depuis 1980. Et c'est pas que c'était sous l'ombre tellement l'histoire des métis, mais c'était exotique. Ouais. C'était vu comme... Et c'était surtout des historiens anglophones, Jennifer Brown, Sylvia Vankirk, qui travaillaient sur l'histoire du commerce des fourrures et des métis. Certainement, les métis ont eu, à partir des années 1900, après l'arrêt Pauli, la Cour suprême, ont eu le vent dans les voiles et se sont politisés, puis ont eu les coudes larges. Ma réaction à ça, tant mieux, mais ma réaction, c'est d'y avoir participé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai embarqué, j'ai dit, parfait, j'ai des connaissances, j'en avais déjà depuis plusieurs années. Alors, par exemple, j'ai dirigé le projet d'initiative de recherche sur les métis organisé par le Ralliement national Métis, le Métis National Council. J'étais leur chef d'équipe. J'ai été en prêt de service pendant 6 ans de l'Université d'Ottawa chez les Métis et j'ai dirigé des efforts de recherche pour essayer de définir la question épineuse, définir qui étaient les Métis, où étaient les Métis. Et mon argument pour eux, c'est que j'avais beaucoup d'expérience et en tant que franco-manitobaine, canadienne-française, je n'avais pas de parti pris, moi. Comme je n'étais pas métisse, je leur disais ce que je pensais, puis s'ils voulaient m'envoyer promener, c'est pas ça qui allait m'énerver. J'avais la permanence à l'Université d'Ottawa. Alors, tant mieux pour eux. Et depuis, j'appuie. J'ai toujours, par exemple, toutes mes recherches, tout ce que je fais, tout ce que je produis, je partage. Toutes mes bases de données, je leur ai toujours donné une copie. Qui en veut, ils l'auront. Et s'ils me demandent ce que je pense, je vais leur dire. Assez souvent, ils n'aiment pas ce que je pense, mais ça, c'est pas grave. Hein? On y arrive à un âge où on est assez zen. Non, ils m'aiment bien. Je pense qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec moi, mais ils sont toujours polis. Merci pour la réponse généreuse. Merci, Patrick. Je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres questions. On commence à prendre notre élan. France. Janet Lafrance, je pense. Ah, OK. Excusez-moi, je ne vois pas toutes les cases dans la galerie. Donc, il y a Mme Lafrance qui souhaite poser une question. Allez-y, Mme. Ça va bien? Bonjour, Janet. Oui, ça va. Oh, good. Écoute, je voulais juste demander une question si j'ai des colons français ou francophones recrutés par le Lord Selkirk. Je n'ai pas entendu beaucoup parler de ça. Puis je me demandais, est-ce que c'était toujours comme sous le contexte d'un voyageur qui rallongeait son contrat?
Non? Il y a Ok, des pourrais-tu m'en raconter? familles. Il y a des familles qui viennent, hommes, femmes, enfants, qui partent et ils viennent seulement en tant qu'habitants. Ils viennent s'établir. J'ai pas fait tellement, honnêtement, j'ai pas fait tellement de recherches. J'ai découvert ça quand je travaillais sur Carrière, puis je regardais mes contrats de voyageurs. Et tout à coup, j'ai trouvé ces contrats faits par un représentant de Lord Selkirk, et c'était à Montréal en 1818, et c'était des familles, il n'y en a pas des centaines, on parle peut-être 30 personnages, familles qui y vont, et ils promettent pour 5 ans, et ils reçoivent, s'ils toffent les 5 ans, là, ils reçoivent leur sans-arpent. Alors, ce serait un petit projet assez intéressant, voir combien de ces gens-là restent. Tu sais. Est-ce qu'ils s'établissent mieux que les d'autres? Et aussi, si c'était peut-être des gens qui avaient été voyageurs, qui savaient dans quoi ils s'embarquaient quand ils allaient vers la Rivière-Rouge. Mais oui, Lord Selkirk décidait qu'il était prêt à faire venir des Canadiens français pour étoffer sa colonie. C'est une histoire cachée de la colonie. C'est super intéressant, Nicole. Merci. On devrait travailler sur ça ensemble, les identités. Un autre projet. Un autre mini-projet. Ma retraite va être occupée, oui. Merci, Madame Lafrance. On a encore du temps pour d'autres questions. Ne soyez pas timide. Moi, j'ai peut-être une question. C'est peut-être. Ah ben non, je vais la garder pour plus tard au besoin. Ibrahima, tu as une autre question. Merci. Comme tu vois, je ne suis pas très timide là, mais il y a quelque chose, Nicole, qui m'intrigue un peu en tant que personne venant de l'extérieur, voyant la nation métisse. Et ici au Manitoba, comme tu le sais, on a des métis anglophones et des métis francophones, et je pense que le torchon brûle entre eux des fois. Et j'aimerais peut-être que tu nous expliques un peu la genèse de cette discordance et qu'est-ce que dit l'avenir dans ce contexte-là. Historiquement, on a pour commencer, je pense qu'on a trop d'encas au sujet de la différence entre les métis soi-disant anglophones et les métis francophones. Parce que quand on fait leur généalogie, par exemple, on voit souvent qu'ils traversent assez facilement le groupe métis anglo-protestant et le groupe métis franco-catholique. J'ai l'impression que le métis du milieu du 19e siècle, catholique, protestant, c'est comme, c'est déjà beau de croire au petit Jésus, puis bon, les subtilités de la transsubstantiation, là, ça passait assez facilement. Mais ça se durcit maintenant, mais j'ai l'impression qu'il y a un contexte 20e siècle qui rentre en ligne de compte maintenant. Il y a certainement une différence qui est de plus en plus marquée, générationnelle, entre les métis qui se sont anglicisés certainement, mais métis plus jeunes qui redécouvrent leurs racines autochtones, qui redécouvrent des rituels autochtones, des cérémonies autochtones Premières Nations, donc. Et peut-être les métis qui, dans ce contexte-ci, sont plus, entre guillemets, traditionnels 19e siècle, peut-être qui sont beaucoup plus chrétiens ou d'une tradition plus chrétienne et qui sont peut-être plus attachés à leurs racines francophones. Mais c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a un contexte 19e siècle puis un contexte 20e siècle qui divise un peu le groupe, mais il ne faut pas trop exagérer, au moins du point de vue historique. Pour l'instant, maintenant, il y a des tensions, vous les lisez dans les journaux, mais ça, c'est un contexte actuel, je pense, qui rentre en ligne de compte. Je sais que ce n'est pas une réponse, mais
il faudrait écrire un article pour essayer d'expliquer ça. Merci. Merci beaucoup. Merci, Ibrahima. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Étienne. Oui, si Nicole, tu veux passer la question, mais je voudrais juste peut-être prendre la balle au bon de cette question-là. Si la différence entre les métis, ce n'est pas nécessairement de manière religieuse ou quoi que ce soit, puis il y a des liens entre les anglophones et les francophones, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même un lien associé à l'économie, au mode de production familiale. Et c'est là qu'on voit les plus grandes différences. Et souvent, tu l'as dit aussi, il y a tout ce lien-là avec la femme autochtone et son origine. Oui. Peut-être que tu veux nous en donner un petit peu plus là-dessus pour que les gens peuvent se... Étienne, je pense qu'Étienne voudrait que je redécouvre mes origines marxistes. Parler de mes jours dans la 4e internationale. Je pense qu'une des différences qu'on n'a pas assez exploitées, certainement de la société métisse du 19e siècle et début 20e siècle, et j'en ai fait allusion dans ma présentation, c'est qu'il y avait des différences de classe. C'est beau dire qu'on est tous métis, puis bon, on est tous bons, puis on est tous gentils, catholiques, souvent, majoritairement, mais veut pas, et j'essayais de le dire poliment, la différence entre les gens de Saint-François et Xavier puis les gens du sud de la colonie, il y avait des différences de classe. Pas nécessairement que les gens étaient beaucoup plus riches ou beaucoup plus pauvres, mais certainement les gens qui étaient chasseurs de bisons commerciaux, donc qui étaient en route des mois de temps, qui avaient un style de vie très différent, très haut en couleur, on sentait une différence et ils le notaient eux-mêmes quand ils ont été questionnés par des voyageurs et tout ça, avec les gens comme mes carrières qui avaient réalisé le rêve de leurs parents ou grands-parents, qui étaient devenus plus des habitants ou qui travaillaient à gages. Alors, il y avait un certain, non, je ne dirais pas mépris mutuel, mais il y avait certainement, par exemple, il y avait très peu de mariages qui faisaient le saut entre ces deux groupes. Et peut-être parce que ce n'est pas à la mode pour l'instant l'étude des classes sociales, mais socio-économiques. Mais je pense que ça a joué plus qu'on pense dans l'histoire. On parle trop de religion, on parle trop de langue. Parlez-moi de comment on gagne sa vie, puis comment on nourrit ses enfants. Puis là, vous allez découvrir des différences qui affectent la façon qu'on pense, qui affectent la façon qu'on réagit à certains événements, qui affectent si on appuie Riel en 1870 ou non. Il y a des pétitions qui circulent, puis on n'en parle pas souvent, contre Louis Riel. Puis les gens, en 1869, et les gens qui signent cette pétition disant qu'ils préféraient que le gouvernement reste celui de la Compagnie de la Baie du Son plutôt que celui de Riel, c'est des familles francophones, franco-métisses, qui se rangent, je dirais pas contre lui, mais pour un autre style de gouvernement. Et quand on fait l'analyse de qui ils sont, où ils sont, il y a une différence de classe là, qui commence à comparer à ceux qui appuient Riel. Alors, non. Et peut-être si on analysait ce qui se passe aujourd'hui, on verrait la même chose. Je ne le fais pas, je ne suis pas une experte sur le 21e siècle, mais je pense qu'il y a des enjeux économiques sérieux dans les dissensions qu'on voit des fois au sein de la nation métisse actuelle. Mais on n'en parle pas, ou moins. C'est ça. Alors, on pourra chanter l'international après, si tu veux. Merci, Étienne, pour cette question. Il nous reste encore 7-8 minutes. On a le temps peut-être pour une ou deux autres questions. À vous la parole. Ah, Yves. C'est ça, seulement s'il y a personne. Il ne semble pas y avoir d'autres questions pour le moment. Ils sont fatigués.
Vas-y. Pour continuer dans la même veine, est-ce que tu crois que ces différences de classe ou de mode de vie, habitants versus des gens qui ont continué un mode de vie, bon, chasseurs de bison, voyageurs, est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur leur identité à l'époque de la grande répression après Batoche? Et puis, bon, on parle souvent de certains métis qui ont essayé de traverser la rivière Rouge, de passer pour Canadiens-Français. Est-ce que tu penses que ça aurait pu avoir... Oh, j'en suis sûre. On me demande si ces tendances, ces débuts de différence que j'ai remarqué à la Rivière-Rouge avant 1870, est-ce que ça s'est continué après 1870 et est-ce que ça a affecté leur façon de réagir? Et certainement. Si pour survivre, si pour pouvoir assurer un bon avenir à ses enfants, il faut se faire passer comme Canadien-Français habitant, ben, tu fais ce qu'il faut faire pour que tes enfants aient une vie. Certainement, quand on regarde les descendants de chasseurs des bisons, ceux commerciaux, ceux qui ont perdu leurs terres, qui sont aboutis dans l'Ouest, qui ont abouti, il y en a beaucoup, et on devrait en parler un peu plus, qu'on retrouve enrôlés dans les traités maintenant. Ils sont indiens. Ça m'avait toujours frappé quand je regardais Cowessess, la communauté de Cowessess. La moitié des gens à Cowessess, à Marival, c'est des Delorme, c'est des Ducharme, c'est des descendants de métis de la Rivière-Rouge, chasseurs de bisons qui, bon, aboutissent sur une réserve qui, pour assurer une certaine sécurité à leurs enfants, eux adoptent une identité pleinement autochtone, traité, se joignent au traité, ou à Pembina, la réserve de Bellecour à Pembina, en territoire américain, ce sont des Indiens. Ils se voient comme Indiens, mais ils acceptent le fait qu'ils ont des ancêtres métis, mais ils sont métis avec l'identité indienne. Pour survivre, tu fais ce qu'il faut faire. Et d'autres, j'ai vu ça à Saint-Laurent, quand j'interviewais des gens, je leur disais, famille à tel, Bruce par exemple, juste pour nommer un nom, grande famille métisse. Puis la vieille madame disait, on ne dit pas métis, c'est pas beau ça. Bruce, c'était des Canadiens, se disait Canadiens français, même si tout le monde à Saint-Laurent savait que c'était une famille métisse, mais ils vivaient comme des habitants. Ils vivaient, et maintenant, leurs enfants redécouvrent leurs origines et tout ça, mais pour survivre, on fait ce qu'il faut faire. Et rappelez-vous, il y a une historienne anglaise qui a souvent dit ethnic identity is not like a hat. You can wear several at the same time. L'identité, on peut en avoir plusieurs sans contradiction. On est une telle personne avec sa parenté, on est une telle personne au travail, on est une telle, et tous sont vrais. C'est juste qu'on fonctionne d'une certaine façon, on agit d'une certaine façon, on se manifeste d'une certaine façon, dépendant du contexte. Et je pense que certainement pour les métis après 1870, ils ont dû pédaler dur, puis être flexibles dans leurs identités, même si ça n'affecte pas qui eux sont au fond d'eux-mêmes. Pour survivre, ils ont dû s'ajuster. Merci Yves pour la question. On a peut-être le temps pour une dernière question, s'il y en a une. Je vais poser la question à laquelle je pensais tantôt, peut-être comme dernière question. C'est peut-être pour prolonger un peu ce que Patrick Noël demandait, mais aussi peut-être en lien avec cela.
au cours des 30 dernières années, on voit aussi que les perspectives sur la question métisse se multiplient. Bon, il y avait déjà, et vous avez participé à ça, Mme Saintonge, bon, des perspectives francophones sur la question, des perspectives anglophones sur la question, et à ces perspectives-là s'ajoute de plus en plus la perspective de chercheurs métis sur la question métisse. Et je me demande comment vous voyez ça. Est-ce qu'il y a des différences intéressantes entre ces perspectives? Pourriez-vous peut-être nous parler de cela? Ah, je vois ça sereinement. Oui, il y a toute une génération de Brenda McDougall, par exemple, de jeunes chercheurs métis qui s'identifient. Bon, je suis en fin de carrière, alors je peux dire ce que je pense. La seule chose que je trouve potentiellement dommage dans tout ça, c'est qu'il y a... Et je comprends, les jeunes métis sont militants, ils veulent prendre leur place, c'est leur temps au soleil. Mais il y a une certaine tendance que je trouve malheureuse où on a l'impression qu'ils pensent que seuls les métis peuvent faire l'histoire métisse. J'ai déjà rencontré ça. J'ai déjà rencontré des Québécois qui ne comprenaient pas comment un non-Québécois pouvait faire l'histoire québécoise. Alors, et moi, j'étais là, ben, je ne suis pas québécoise, moi, voyons. Mais je trouve ça dommage parce que le regard de l'autre peut être aussi révélateur que le regard interne. Alors, ce qu'un métis voit de son histoire, peut-être moi, je ne le vois pas, mais moi, en tant que personne venant de l'extérieur, je vois d'autres choses. Et l'idéal, c'est quand on a les deux côtés, quand on a une panoplie de perspectives et qu'on dit « Ah, tiens, c'est intéressant. Ce qu'eux voient, lui ne voit pas. » Et l'exemple le plus frappant de ça, pour conclure, c'est que quand moi, je faisais mon doctorat sur Saint-Laurent, du Manitoba. J'étais allée là, j'avais passé pas mal de temps à faire du travail là et j'ai publié un livre sur Saint-Laurent. Au même moment, Guy Lavallée, qui était un prêtre oblat, faisait sa thèse de maîtrise sur Saint-Laurent. Et les deux, on utilisait une approche ethnographique, anthropologique, historique. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant. J'ai toujours trouvé que j'aurais dû monter un cours parce que si on lit ma thèse de doctorat et si on lit sa thèse de maîtrise, les deux sur Saint-Laurent, on ne saurait pas que c'est le même village. Alors, c'est la perspective interne et la perspective externe. Et le fait que lui, ce qui l'intéressait, c'était comment les réseaux familles, la cohésion se maintenait au sein de Saint-Laurent. Et moi, dans ce temps-là, en bonne marxiste, ce qui m'intéressait, c'était les chocs. C'est qu'est-ce qui ne fonctionnait pas à Saint-Laurent? Quelles étaient les tensions qui existaient au sein du village? Les deux perspectives sont vraies, mais on cherchait, les deux, on posait des questions différentes. Et les réponses qu'on a eues, et ni l'une ni l'autre étaient fausses, sont différentes. Alors, moi, il me semble, si on veut comprendre Saint-Laurent, ben, il faut lire les deux. Et c'est ça que je trouve dommage. Et ce n'est pas seulement dans l'histoire métisse, c'est dans beaucoup d'histoires, on a l'impression qu'il y a comme un nationalisme qui se développe, que seul un groupe peut faire l'étude de son groupe. Et moi, je trouve qu'intellectuellement, c'est une erreur, ça. Il faut les deux. Il faut le regard de l'étranger et le regard du membre d'un groupe. Merci. Merci beaucoup, Mme Saintonge, pour cette excellente conférence et puis pour cette belle période de questions aussi, où on est passé de l'histoire d'un homme et de sa famille, mais des questions presque épistémologiques quant à la discipline de l'histoire. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est
un moment fort de l'année universitaire ici à l'Université de Saint-Boniface, à la conférence Robert Pinchot. Et cette année, cette 8e édition de la conférence ne fait pas exception à la règle. Donc, merci beaucoup d'être venu. Comme on le disait au début de la soirée, faire une conférence sur ces questions-là à la veille du Festival du Voyageur, c'est particulièrement, le moment est particulièrement bien choisi. Merci de nous proposer ça. Je vous souhaite un bon retour à Ottawa en espérant que rien ne sera bloqué à votre arrivée à l'aéroport. Et je remercie notre public d'avoir assisté à cette belle conférence, d'avoir participé à la période des questions. Je remercie encore une fois tout particulièrement la famille Pinchot d'être là. Ça nous touche de pouvoir vous revoir dans le cadre de cette conférence. Puis on espère bien que la prochaine fois, en septembre, le 21 septembre, c'est bien ça, Yves, la 9e édition de la conférence Robert Pinchot. Donc, s'il vous plaît, mettez ça dans vos calendriers. On se donne rendez-vous dans 7 mois. Et cette fois-ci, espérons-le, ce sera en personne et on aura le plaisir de prendre un petit goûter avant, un verre de vin après et de renouer et de se retrouver ensemble. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à la prochaine et en septembre. Merci beaucoup. Merci, Mme Saint-Onge. Au revoir, papa. Au revoir, Nicole. Vous inviter en septembre.